merci à toutes et merci à tous. D'abord, pour remercier le précédent conférencier, je me suis habillé en poisson, vous voyez. Il nous a fait une conférence qui était assez remarquable sur la grande barrière de corail et tout ce qu'on est en train de perdre. Comme je lui disais tout à l'heure, nous y avons été en 88, on ne parlait pas tellement encore du blanchiment des coraux. Donc j'ai au moins un souvenir, je pourrais passer ça à mes enfants, comme quoi il y avait des poissons à cette époque-là. Aujourd'hui, on va essayer de rentrer dans un univers un peu différent. Alors, première partie sera les écailles, simplement pour aujourd'hui, parce que si on prend la deuxième partie, il y en aura au moins pour une autre heure après. Donc on va se limiter à ça pour cette fois-ci. Voilà. Alors, on va introduire un peu cette notion. Qu'est-ce que c'est que la scaligraphie, les écailles dans l'histoire, le monde des écailles, la galerie des écailles, les écailles dans la vie courante, et puis en conclusion. Les diverses photos exposées dans les espaces d'arrivée, ce ne sont pas des photos d'abord. Vous allez voir, il y aura des agrandissements, c'est vrai, mais je ne me suis jamais servi d'un appareil de photo, ni en macro, ni en rien. On va essayer de vous expliquer tout à l'heure qu'est-ce que j'ai fait. Aucun appareil de photo stricto sensu n'a été utilisé. Seul un bon scanner a été utilisé pour agrandir de tout petits objets d'un demi-millimètre à 3 ou 4 cm et plus, et ainsi obtenir une photo numérique ou plus familièrement un dossier. Aucune de ces scaligraphies n'a été modifiée. Ceux qui sont arrivés un petit peu plus tôt en ont vu une dizaine dans le couloir de l'arrivée, donc vous êtes déjà des initiés pour certains. Donc aucune écaille que l'on verra n'a été modifiée, elles ont été nettoyées parce qu'il y a des saletés, parce qu'il y a des trucs dessus, mais rien n'a été changé dans l'histoire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une scaligraphie? Je vais essayer de vous l'expliquer. Le mot scaligraphie, il y a un préfixe qui est issu de l'anglais scale, qui veut dire écaille, mais on aurait pu choisir une racine grecque. Alors pour ceux qui le lisent, vous auriez pu voir l'épides, qui veut dire... donc on n'aurait utilisé pas le mot scaligraphie, mais une lépidographie, ça aurait été plus amusant. Ou alors la racine latine, qui aurait été encore plus amusante, une squamographie. Le mot squam, vous les connaissez, hein. Les squames, c'est quand vous avez des saletés sur la peau, bon, un peu des écailles. Donc on aurait pu utiliser le mot squamographie, et un suffixe issu du verbe grec, graphéine, qui veut dire écrire, donc dessin, écriture, image. Une scaligraphie, pour moi, ce sera une image d'écaille. On aurait pu faire la référence au mot scalimétrie qui existe dans certains dictionnaires, qui est la mesure sur les écailles. Alors on parlera surtout des écailles de poissons. Il y a d'autres images d'écailles sur Terre, dans le monde animal, les mammifères, les hommes par exemple. On va voir tout de suite des écailles de cheveux. Les reptiles, parmi les serpents, parmi les vipères, les lézards, les tortues, les insectes, il y a les ailes de papillons à l'échelon très microscopique, hein, il y a des écailles dessus. Dans les papillons, on va retrouver l'origine grecque. Ça fait partie de quel ordre, les papillons? Les lépidoptères, donc encore l'épidos, l'écaille. Dans le monde végétal, vous avez les araucaria, les pommes de pin. Dans les champignons, vous avez des bolets pommes de pin, vous avez les lépiotes, etc. Bon, on commence à regarder quelques images. L'image d'un cheveu multiplié par 750, son épaisseur de 70 à 100 microns. Je vous rappelle que le micron... Alors pour faire plaisir aux gens qui arrivent en retard, Annie, tu peux dire à ton mari Tanguy de rentrer. Allez Tanguy, on n'attendait que toi. Juste, tu arrives à ce dont tu as échappé. Donc un cheveu écrit, agrandi 750 fois. Alors ce document est issu d'un projet réalisé dans le cadre de leur scolarité par des étudiants de mesures physiques de l'UT de Lannion en 2015.
Une écaille de vipère. Hein, sa taille, elle fait 4 mm. Bon, c'est issu d'une mue. J'ai récupéré des nouvelles écailles de vipère qui... J'en mettrai d'autres un peu plus tard. Des écailles de lézard vert. Vous voyez la queue du lézard vert qui est là. Et puis les petits morceaux, c'est ces écailles que vous voyez ici agrandies. Les écailles dans l'histoire. Les écailles sont des attributs connus depuis bien longtemps. Alors, les fossiles trouvés présentent rarement, ne serait-ce qu'à l'état de traces, des tissus mous. Et même les os sont mal conservés. Ils consistent souvent en dents, écailles et nageoires. Ces morceaux-là se sont conservés, donc on va en trouver de temps en temps. Le livre d'Agassiz de 1833 sur les poissons fossiles. Alors, ce qu'il dit, tous les poissons osseux antérieurs à la craie doivent être rapportés à des genres qui n'ont plus de représentants dans le monde actuel. Ils sont tous caractérisés par des écailles rhomboïdales recouvertes d'émail. Un rhomboïde, c'est l'ancien mot pour désigner un losange, oui. J'ai des trous. Dans le premier volume, on trouve les types de terrains houillés, jurassiques, siluriens, crétacés contenant des ichthyolites, dont on voit un exemplaire, les aires géographiques européennes concernées. Le chapitre 4 traite de la dermatologie et en particulier des écailles de poissons. À chaque volume est associé un atlas contenant des dessins dont on donne 2 exemples. Vous voyez la première page du bouquin d'Agassiz sur les poissons fossiles. Donc vous voyez un exemple du bouquin d'Agassiz de 1833, une écaille de brochet. Et ça, c'est de son bouquin. Et ça, c'est une écaille de brochet telle que moi, je l'ai faite il y a en 2007. Donc, vous verrez en agrandissement, éventuellement dans le hall. Un ichthyolite, donc un fossile trouvé en Angleterre. Des écailles dans la mythologie aborigène. Alors ça, c'est assez amusant parce que dans la mythologie de certaines tribus aborigènes d'Australie, en tombant les écailles du barramundi, on en verra un tout à l'heure, ont donné naissance aux diamants des monts Kimberley. Les peintures de Lena Niadby, dont un extrait de la toile Barramundi Scales, a été exposé au musée d'Orsay en 2013 à Paris. Donc vous voyez un extrait de sa peinture. Un extrait de sa peinture. Voilà un barramundi. Donc, je ne sais pas, tout à l'heure on parlera de la légende où des femmes qui effectivement pêchaient du poisson ont accroché le poisson, ça s'est frotté aux pierres et les écailles en tombant ont donné les diamants du Kimberley. Dans l'Antiquité, Aristote, donc en l'an qui était de 384 à 322 avant Jésus-Christ, et chez Pline l'Ancien, on parle déjà d'écailles de poisson. Quelques extraits de ces bouquins qui datent du 19e. Alors, si vous préférez le grec, vous avez ici effectivement le paragraphe qui est écrit en grec, ou sa traduction qui est ici, qu'on gardera pour aujourd'hui. Donc, les écailles de poisson durcissent et épaississent, et elles deviennent d'autant plus dures que l'animal maigrit et vieillit. Ce sont des hypothèses du 19e, hein, c'est cette chose-là. Dans l'histoire naturelle de Pline, on va trouver des choses du même genre. J'aurais pu faire la copie du latin, mais des branchies des écailles, l'indice de leur vieillesse et la dureté des écailles qui ne sont pas semblables chez tous. Il y a en Italie, au pied des Alpes, 2 lacs appelés lac de Caume ou lac Majeur. Tous les ans, on levait des Pléiades, c'est-à-dire vers le mois d'avril. On y voit des poissons remarquables par des écailles nombreuses et très aiguës, ressemblant aux clous des bottines. On ne les trouve que vers ces mois. On arrive déjà à la Renaissance. Alors ceci c'est assez passionnant parce que vous voyez encore la copie d'un des premiers livres. Rappelez-vous,
On est en 1555, c'est-à-dire l'imprimerie a été inventée simplement peu de temps avant. Donc là, on va se mettre à parler un petit peu en vieux François. La nature et diversité des poissons, avec leurs portraits représentés au plus près du naturel par Pierre Bellon-Dumas, à Monseigneur le révérend cardinal de Châtillon, et qui a été imprimé. Voilà un extrait de ce livre avec, je ne vais pas dire une photocopie, mais déjà des dessins. Alors pour ceux qui lisent le vieux François rapidement, on va lire « Le reste des poissons épineux et couverts d'écailles seront divisés en 3 divers noms. Les uns qui hantent les rochers ont nom saxatile, les autres des rivages littoraux et ceux qui vivent indifféremment ça et là, et principalement en la pleine mer, seront nommés pélagici, et qu'elles comprendront les anchois, les célerins, c'est-à-dire les sardines et les harengs, les longets barbés, les dentos, les synagrides, les pélamides, etc. Voilà un extrait de ce livre qui date de 1555. Les écailles de poisson comme moyen de protection. Alors ceci a été pris, ceux qui connaissent un peu le musée des Azuleros à Lisbonne. Quand on monte dans l'escalier, vous avez ce dessin, ou je ne sais pas, ce truc d'écaille, où vous voyez le torse de cet officier ou soldat portugais qui est protégé par une armure, et les jambes sont protégées par des écailles métalliques, alliant souplesse et efficacité. Donc ça date du XVIe, et se trouve au musée des Azuleros de Lisbonne. Oui, ça on a vu. L'invention du microscope. La première étude détaillée à partir d'une image microscopique d'une écaille de poisson date du milieu du XVIe siècle. Au siècle suivant, le livre Micrographia, traité de micrographie de Hooke, amène de nouvelles descriptions d'écailles. Alors on va comparer maintenant 2 écailles. Alors vous voyez à gauche un extrait du livre de Hooke, une écaille de saule, et une écaille de saule qui n'a pas changé, mais que moi j'ai faite il y a en 2008. Donc vous voyez quand même la même structure. Ce qui est intéressant, c'est qu'un certain nombre de personnes se sont déjà intéressées à cette chose-là dès qu'il y a eu l'invention du microscope. Alors maintenant, on va rentrer vraiment dans le monde des écailles. On a fait un peu d'introduction. Notre intérêt va se porter sur les poissons osseux, qui rapidement dit ont des écailles dont la taille augmente au cours de leur vie, mais en nombre reste constant pendant toute leur vie. Par opposition aux cartilagineux, comme les requins, les raies, dont les écailles et écailles placoïdes ressemblent à de petites dents ou à des épines ou boucles, dont l'évolution est aussi différente. L'évolution est très différente. Leur taille ne varie pas, tandis que leur nombre s'accroît durant leur vie. On va peut-être faire... comme je suis un peu le camelot aussi, je vais essayer de monter ma salade. Je vais vous montrer quand même. Ça y est, ça vient. Qu'est-ce que je vais vous sortir ? Je vous fais passer ça. Vous allez prendre ce morceau, vous allez passer votre main dans un sens, puis après dans l'autre. Donc, ce que vous avez dans les mains, c'est de la peau de requin. C'est un siki, c'est un requin qui se mange. On en verra un tout à l'heure. Hein. Donc, ça, à la Renaissance, on s'en servait comme papier de verre chez les ébénistes. Et puis, on les verra en détail, celle-là, parce que c'est très intéressant.
Alors, protégée des attaques bactériennes par le mucus, une écaille a la forme d'un polygone avec des côtés arrondis, des écailles cycloïdes ou ondulées avec des dentelures, écailles cnétoïdes. En général, elle est mince, transparente, sous forme de lamelles. La plupart du temps, elles sont imbriquées les unes sur les autres, tuiles et mosaïques. Une écaille est constituée d'une couche superficielle assez complexe, posée sur une plaque basale. Alors maintenant, si vous voulez regarder une écaille de poisson, il va falloir quand même faire un petit peu d'ajustement. Si vous prenez la plus grande taille d'une écaille en millimètres, par exemple une petite vive, on y reviendra tout à l'heure, qui fait 1/2 millimètre. C'est pas grand-chose. Hein. Un demi millimètre, pardon. Alors, 1/2 millimètre, c'est à peu près votre ongle, mais l'épaisseur de votre ongle. Hein. Donc c'est quand même pas très gros. Un lieu jaune, c'est 5 mm, un demi-centimètre. Un bar, en gros, 1 cm. Un maigre, on verra tout à l'heure ce qu'est ce poisson, elle fait 2 cm 5. Et un tarpon, s'il y en a qui connaissent, tout à l'heure dans mes rêves, d'avoir de belles écailles, je vois celle du tarpon, parce qu'elle fait quand même 10 cm, c'est-à-dire l'écaille de cette taille-là, c'est quand même pas mal. Alors maintenant, si je veux avoir une image de 40 cm, un peu plus gros que celles qui sont affichées dehors, il me faudra un grossissement de 800 pour la vive, de 80 pour le vieux jaune et de 4 pour le tarpon. Difficulté pour avoir une telle image, ça c'est très difficile, ça devient un peu moins dur, ça c'est correct, et ça c'est très facile évidemment. Alors inversement, si je voudrais savoir la taille d'une écaille avec un grossissement de 400, ben il faudrait que ce soit pour qu'elle fasse... celle-ci ferait 4 mètres, je crois. Si on se servait d'un microscope pour voir une écaille, regardez celle-là. À quoi ça ressemble? On dirait du contreplaqué. Hein, c'est une écaille qui a été cassée, prise au microscope électronique à balayage. Fracture d'une écaille de grenadier, structure lamellaire de la plaque basale constituée d'après Louise Zilberberg qui était maître de recherche à Paris 6. C'est quand même assez intéressant à voir comment c'est là. Alors, maintenant, on va regarder les poissons d'un peu plus près. Vous avez son opercule ici. Ici, vous avez ce qu'on appelle la ligne latérale. Et puis, les écailles, maintenant, on va les regarder d'un peu plus près. Alors, vous voyez la partie visible des écailles. Ici, j'ai agrandi une écaille. Ici, vous avez c'est un bar, je crois, c'est un bar. Donc, vous avez la partie que vous voyez, vous, dans le poisson, vous ne voyez que cette partie-là, alors que l'écaille, ça c'est recouvert par la suivante. Vous voyez un certain nombre d'anneaux ici, et puis des rayons par là. Donc des circulis, vous en voyez 1, 2, 3, 4, 5 ici. Ça voudra dire que comme pour les arbres, ce poisson aura 5 ans. Alors, les écailles sont utilisées principalement pour une aide à l'identification d'une espèce. Voilà. À l'identification d'une espèce, la détermination de l'âge d'un poisson, on fera après l'analogie avec les otolithes. On retiendra que le ralentissement de la croissance du poisson dû à la chute saisonnière de la température entraîne le resserrement de circulis sur l'écaille, forme une marque annuelle appelée annulus. C'est une hypothèse déjà émise à la fin du XVIIe siècle par le Hollandais Leeuwenhoek. L'étude de la croissance des poissons, celle-ci est basée sur un nombre important de mesures faites sur chaque individu et des calculs qui ne sont pas abordés ici.
Alors, je suis dans le bon sens? Non. Détermination d'âge d'un poisson. Pour étudier en détail une population, par exemple les bars en mer d'Iroise, il est nécessaire de connaître l'âge de tous les individus la composant. L'analyse de pièces calcifiées permet d'apporter une contribution significative à cette étude. C'est comme nous, hein, la première fois que j'ai abordé ce problème à Grenoble, quand j'étais encore jeune enseignant, c'est un jeune enseignant du MIT qui était dans notre laboratoire qui avait coupé une jambe de bœuf et on faisait l'analyse dessus qui a été un peu l'ancêtre de la tomographie, hein, que vous subissez dans les hôpitaux. Alors, on verra après les otolithes. Ça, c'est un otolithe. Un otolithe, c'est une concrétion minérale carbonate de calcium sous forme d'aragonite contenue dans l'oreille interne chez les poissons. L'otolithe, s'il y en a qui veulent en voir, je leur montrerai, ça peut être très minuscule, comme ça peut avoir à peu près cette taille. Ici, vous avez la taille d'un otolithe d'un merlan qui fait quand même 2 cm et demi. Donc ça sera pour la suite de cette conférence quand on parlera des otolithes. Lecture de l'écaille d'un bar. Alors vous voyez l'écaille d'un bar ici, vous avez un certain nombre de paramètres qui ne vont pas nous servir à nous. Vous avez la longueur totale, vous avez la largeur, vous avez ici la partie que l'on voit, hein. Et puis, vous avez plein de petits piquants sur le bord. Vous frottez un bar dans le sens de la queue vers la tête. Il y a pas mal de piquants. Alors, ici, vous voyez déjà, les circulis dont on a parlé tout à l'heure. Vous en voyez 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc c'est un bar qui a 6 ans, puisque ces circulis se forment tous les ans. Là, on les a vus. La croissance des poissons dépend des variations saisonnières de température et de la disponibilité de nourriture. Une hausse entraîne une accélération de son développement, un refroidissement, son ralentissement, comme sur les arbres. Hein, vous voyez des fois les cernes qui se resserrent ou qui s'étirent. Les zones claires correspondent à une croissance rapide d'une saison chaude. Les zones sombres concentrées sont caractéristiques de la saison froide. D'autres facteurs peuvent intervenir. Marque de frais, mauvaise nutrition, maladie entraînant des irrégularités empêchant une bonne interprétation. L'analogie sera faite avec les cernes qui indiquent la croissance des arbres, c'est-à-dire la dendrochronologie. Ici, vous voyez la courbe de croissance, donc la taille en fonction de l'âge. C'est à peu près toujours les mêmes courbes. Ce sont des types d'exponentielles. Ici, vous voyez un échantillon de taille 739, ce qui n'est pas mal, des sardines de Bretagne. Et ici, vous voyez un échantillon de taille de près de 500 sur des bars. Ici, des moyennes pour chaque année mesurée. Donc, vous voyez qu'ils atteignent une asymptote, vous n'aurez pas de poissons de longueur infinie. Et tout ça à partir des écailles de poisson. Alors, à quoi servent les écailles de poisson? C'est une fonction protectrice ou de défense, évidemment, pour le poisson, ça on peut l'imaginer. C'est une fonction de camouflage ou de dissimulation. Ça peut être de la couleur ou autre chose. Une fonction locomotrice ou une fonction hydrodynamique. On ne va pas faire la théorie de la couche limite, mais certains l'ont déjà fait. Hein. Alors maintenant, on va s'intéresser à autre chose. On va, si vous voulez bien, faire un toit. J'ai amené quelques ardoises avec moi. Ah, si vous voulez, si quelqu'un veut s'amuser, il servira de cobaye.
tu viens ici, tu vas... C'est comme si tu faisais un toit. Tu vas les poser les unes comme tu ferais un toit. Oui. Bon, non, tu les poses simplement. Tu les poses. Une autre à côté. Non, tu vas les poser comme ça, tes ardoises. Encore une à côté. Et puis maintenant, tu commences à les mettre sur les autres. Non. Tu vas la poser comme ça. Comme ça. Comme ça. Ben, on peut faire une rangée encore plus. Ouais, comme ça. Voilà. Alors, la question que je vais vous poser, savez-vous pourquoi c'est beaucoup plus difficile d'écailler une saule que d'écailler par exemple un bar? Ben, la réponse, elle est un peu là. Ce qu'on va voir, si vous voulez, regardez, j'ai pris un point ici, hein, et je regarde le nombre d'ardoises que j'ai mis en ce point-là. Ça dépend, ça vraiment du rapport qu'il y a entre cette longueur totale et celle-là. Vous imaginez que très bien que si c'est très long, par exemple, si c'est très long ici, le reste de l'ardoise va venir très, très loin en dessous. Donc j'en aurai éventuellement beaucoup. Donc ce qu'on va faire... Alors là, je mesure, ici je prends mon point. En ce point, vous voyez, j'ai une ardoise, celle qui est là parce que l'ardoise que j'ai prise avait... Ben, vous avez l'exemple ici, ça fait 3 fois cette longueur-là. Donc j'en ai une ici. Là, je regarde maintenant encore, j'ai une ardoise ici, là, et il y en a une que j'ai oubliée. Ça c'est avant. Et voilà la verte. Il y en a une que j'avais oubliée tout à l'heure. Donc j'ai en réalité 3 épaisseurs d'ardoise en cet endroit. J'ai 3 épaisseurs d'ardoise en cet endroit-là. Bon, maintenant, on va essayer d'adapter ça à un poisson. Si je le fais sur un poisson, je vais schématiser l'écaille du poisson par quelque chose de ce type-là, hein, ce qui va être à peu près pareil. Vous voyez, je schématise. Vous voyez, mon bar qui est ici, la partie qui dépasse, c'est ça, et puis le reste dessous. De la même manière, je vais schématiser ça, et je vais trouver que... Voilà, si je mets toutes mes écailles, toutes mes simulations, vous voyez, en ce point-là, je vais trouver que pour cet exemple où c'était 3 fois cette longueur-là, je vais trouver que j'ai 4 écailles en ce point-là. Si vous le faites sur une saule, vous avez en gros 5 épaisseurs d'écailles. Et sur un poisson ordinaire, vous en avez 2 ou 3, si vous voulez. Donc, c'est beaucoup plus facile d'écailler 2 ou 3 écailles que 5 d'un coup. Donc, écailler une seule, c'est quand même bien plus difficile. Bon, on a fini avec les complications. On va aller se balader maintenant un petit peu chez les poissons. Alors, notre promenade va essayer d'illustrer les notions entrevues, écaille normale, régénérée, ligne latérale, parmi la trentaine, plus d'une centaine que j'aurais pu vous montrer. Noir et blanc aux couleurs. Alors, la plupart des écailles que vous avez eues entre les mains sont en noir et blanc. Celles que vous avez en couleur, la couleur disparaît en 48 heures, donc il faut le faire vite, et puis c'est pas forcément avec un grand intérêt. Alors, on va commencer par un bar, parce que le bar, il a des particularités. Je vais essayer de vous piéger, et puis on va voir si vous m'avez bien écouté. Bon, ici, on a un bar de 14 ou 15 ans. Les 14 ou 15, c'est quand même difficile à lire. Donc, vous les connaissez ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, comme ça jusqu'à 15. Donc, ce qui ne veut pas dire que s'il grandit beaucoup, l'écaille grandira énormément.
Donc, si vous voulez, ces 15 ans vont se resserrer sur l'écaille qui n'aura pas éventuellement doublé si le poisson a doublé de taille. Hein. Bon, ça, on sait un peu, on comprend ce qu'il y a. Alors là, suivante, ça c'est un peu différent. C'est une écaille qui est prise sur un bar de 1,3 kg qui a 8 ans. On ne peut pas lire là-dessus parce que ça se forme différemment. Pourquoi je sais qu'il a 8 ans? Je n'ai pas retourné pour voir la légende, mais je prends des écailles qui sont à côté et puis des écailles sur lesquelles on peut mesurer. Ici, vous avez un autre bar. Alors, je l'ai mis dans l'autre sens, mais vous avez une caractéristique de la ligne latérale. Vous avez, par exemple, ici un petit canal qui va, et mis bout à bout, les écailles de la ligne latérale font effectivement tout l'arrêt que vous avez, et ça va vous permettre d'envoyer au cerveau du poisson tout ce qu'il va ressentir dans son voisinage. Par exemple, c'est rempli de neuromastes. Neuromastes, ce sont des petites cellules dans lesquelles il y a des petits cils. Vous imaginez que les petits cils dans lesquels l'eau va venir vont bouger. Et par exemple, s'il y a une proie ou s'il y a quelque chose dans son environnement, il va s'en rendre compte. C'est un peu l'explication qui est donnée quand vous voyez à la télévision, par exemple, tous les bancs de poissons qui bougent d'un bout à l'autre, et c'est transmis par les neuromastes dont je viens de vous parler. Alors, ici, alors, déjà question piège, quel est l'âge de ce bar? Vous avez 1, 2 et 3. Non, parce qu'en réalité, c'est une écaille que le poisson a perdue, qui a repoussé, c'est donc une écaille régénérée. Ce que vous trouvez là, tout à l'heure, on a passé très vite sur la notion de noyau. Le noyau, c'est là qui est très grand. En réalité, ce que vous avez les 3 ans, c'est les 3 ans de l'écaille, mais non pas du bar lui-même. Donc pour savoir quel est vraiment son âge, vous prenez une écaille voisine et puis vous regardez là-dessus. Donc une écaille régénérée. Alors une écaille a été perdue à l'endroit où se trouvait l'écaille originaire et remplacée par celle-ci, un régénérant. On distingue le noyau ou foyer, on lit à partir... Ça y est. Alors là, le piège, je vous demande comme tout à l'heure, dites-moi maintenant l'âge de ce poisson-là. Vous avez un peu la réponse? Comment? 3 ans, parce qu'il y en a qui savent lire. Bon, ce poisson a été vendu comme un poisson de 3 ans. C'est un poisson d'élevage sur lequel vous ne trouvez rien des caractéristiques que je vous indiquais tout à l'heure, parce que c'est le surplus ou la nourriture qui fait que, ou la froidure de l'eau qui va faire pousser les circulis. Comme un poisson d'élevage est à peu près en milieu, à peu près tout est constant, vous ne trouvez pas ces caractéristiques sur lui. Donc c'est facile de piéger quelqu'un sans mettre ce qu'on a d'abord. Une écaille de sardine, vous savez la sardine, c'est celle qui vous embête à chaque fois quand vous en nettoyez dans votre évier, il y en a partout, partout, partout. Mais ayez la curiosité de prendre une des écailles et vous la regardez simplement comme ça. Vous la verrez pareil, vous n'avez pas besoin de loupe ni rien, vous la verrez. Et moi je la trouve splendide. Alors, ce que vous voyez là-dessus, c'est un peu différent. On pourrait se dire un peu tôt, on va faire comme les autres, les circulis sont ici, mais non, vous les voyez là. Regardez, là, là, là et là. Donc l'âge va se mesurer un petit peu différemment des autres. Ici, il y a une écaille de thon blanc. C'est le sang qui est passé dans l'écaille. C'est pas facile à trouver, vous les trouvez un peu sous les nageoires, vous en trouvez un peu sur le ventre, mais quand vous allez des nageoires vers le ventre, vous allez voir, elles changent carrément de structure et à la fin, elles ressemblent plus aux poissons habituels. Un lieu jaune, celui-là faisait près de 2 kg, 63 cm, 5 ans. Alors ici, vous voyez les cernes. Hein, vous mesurez les cernes. Si vous ne voyez pas bien sur celle-là, ben vous prenez la voisine et une vieille. Un individu qui fait
1,3 kg, 40 cm. Son âge, c'est 7 ou 8 ans. Vous voyez les circuits ici, vous les voyez là. Alors, une dorade grise, une écaille qui provient de la ligne latérale, puisque vous avez cette chose-là. Mais moi, je n'ai pas trouvé les explications pourquoi il y a 2 petits trous dans les écailles de ces poissons-là. Écaille de rouget, qui provient de la ligne latérale. Ça, c'est facile aussi à identifier. L'écaille de rouget, au point d'un rouget, vous en avez beaucoup, c'est facile, c'est transparent, vous la regardez comme ça, vous voyez rapidement, et vous prenez sur l'arrêt du milieu, vous la verrez bien comme ça. Un maigre, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un maigre. C'est un poisson qui, en gros, ressemble à un bar. Je vais vous en montrer un que vous ne verrez pas tous les jours. Mais regardez comme elle est splendide, cette écaille. On dirait le Christ sur la croix. Vous voyez un joli maigre. Il fait quand même 28 kilos. Ce n'est pas moi qui l'ai pêché, celui-là. Alors, poisson intéressant. Vous le connaissez, certains vous le connaissez. Vous avez déjà été piqué par une vive sur une plage, non? Personne n'a été piqué. Donc, vous voyez, c'est quand même très petit. Ça fait 7 cm. C'est la Trachinus vipera ou poisson vipère. C'est la plus petite de ma collection. Je vous en ferai voir tout à l'heure en vrai de vrai. Ça fait 7 dixièmes de millimètre. C'est pas très grand. Regardez celui-là comme il est amusant aussi. Une grande castagnole ou une hirondelle de mer. Alors on peut voir un barbu avec son bonnet, son nez. C'est vraiment le vrai franchouillard du coin. Certains y voient une méduse, mais chacun ses trucs. Poisson à écaille à forme aberrante, c'est un espadon jeune parce que au fil du temps, il perd ses écailles. Et c'est la caractéristique des poissons très rapides d'avoir des écailles très effilées. Écailles allongées, imbriquées, non imbriquées. Un baliste, vous connaissez tous les balistes, c'est des poissons des tropiques qui remontent quand même jusqu'au l'Atlantique. La première fois que j'en ai attrapé un, ça fait une dizaine d'années, ce qu'on disait au-delà du 45e parallèle, il devient comestible, mais avant, il va vous donner la gratte ou toutes les saletés que vous donnent les poissons. Mais c'est très bon, hein. Sa structure interne, c'est exactement comme des filets de Saint-Pierre. Un Bérix, avec son petit point caractéristique, je pense que vous ne connaissez pas forcément ces poissons. C'est des poissons de grand fond, hein, 700, 800, 1000 ou 2000 mètres, qui plus ça va, moins c'est pêché. Hein, il y a une réglementation européenne très stricte là-dessus. Ben, je vais vous en montrer un quand même. Voilà, il faisait près de 3 kilos celui-là. C'est une belle bête. Poisson de grand fond, encore les grenadiers de roche, on en a parlé tout à l'heure, qui va jusqu'à près de 2000 mètres de profondeur. Alors ce qui est amusant, c'est que, regardez, on dirait plutôt des poils sur l'écaille qu'autre chose. Alors, les grenadiers de roche, vous connaissez ou pas? Vous avez sans doute mangé du grenadier. Chez les poissonniers, vous trouvez ce poisson toujours sous forme de filet. Rarement, vous le voyez de manière entière. Moi, je n'ai jamais vu en entier parce que je vais vous montrer quand même ce que j'ai vu. Voilà, celui-là, ce que j'ai vu, je l'ai vu jusque-là parce que si je l'avais vu en entier, sa queue irait au moins jusque-là. Ce qui veut dire qu'à bord des bateaux de pêche, la queue est coupée. Ils ont tellement peur d'avoir un coup de queue qui serait vachement handicapant. Donc ça arrive à quai sous cette forme-là. Mais c'est pas très... Vous voyez la trace des écailles que l'on voit très bien. Poisson de grand fond encore, que celle-là vous la verrez dans le couloir.
un sébaste. Vous connaissez tous? Non, je pense. Voilà le sébaste. Avec des gros yeux. Poisson de grand fond, le flétan, c'est un poisson plat. La première fois que j'en ai vu un, j'étais un peu étonné. Il était épais comme ça, c'était un poisson plat. Il faisait 150 kg. Hein. Donc, je vais vous en montrer un quand même. Donc, il y a des flétans blancs ou des flétans noirs. Bon. Voilà un flétan qui fait 25 kg, mais qui fait déjà 1,30 m, donc du mur à peu près ici. Bon, ces poissons de grand fond sont pris en photo à la criée de l'Orient surtout. Poissons d'eau douce et d'eau de mer, le saumon, c'est le premier poisson qui a été l'objet d'études systématiques sur ses écailles à la fin du 19e. Hein, surtout par les Américains du Nord, parce qu'il y avait beaucoup de saumon par chez eux. Poissons d'eau douce et d'eau de mer, alose, une grande alose. Vous connaissez les aloses? J'ai eu du mal à... Comment? On en pêche l'hiver ici, à l'entrée des rivières. Ouais, moi j'ai eu du mal à en trouver parce qu'à chaque fois on me disait j'en ai une 8 jours avant. À la fin j'en ai trouvé une dans l'Aulne à Châtelain. Au mois de juin, quand elles ont frayé, il y en a un peu partout sur les berges. Je vais vous en montrer une quand même. Je vais vous en montrer une. 2 aloses, ça, en gros, ça ressemble à une grande sardine. Je ne dis pas une grande parce que tout à l'heure je réserve le mot grosse sardine pour un autre poisson qu'on ne verra pas d'ailleurs. Mais... Vous voyez, 2 aloses, une carpe miroir. Elle est quand même assez grande. Vous voyez, elle fait près de 2 cm. Poisson d'eau douce, une ablette. On verra un peu les aventures des ablettes tout à l'heure. Poisson de laboratoire. Alors c'est un zebrafish. Alors ce poisson de laboratoire, il a des particularités. Et j'aurais bien voulu rester en contact avec un laboratoire de l'École normale supérieure de Lyon qui travaillait beaucoup là-dessus, parce qu'il a la propriété de se régénérer quand il perd un de ses membres. Alors faire le rapprochement entre certaines légendes, par exemple le poisson de Saint-Corentin, si vous connaissez la légende du poisson de Saint-Corentin, c'était un poisson qui, Saint-Corentin pour se nourrir, prenait tous les jours un morceau dedans et se régénérait déjà le lendemain. Alors les légendes ont toujours un petit fond de vrai. Est-ce que c'est un rapport entre les deux? J'aurais bien voulu faire le rapport. Donc un poisson laboratoire, dont vous voyez sa taille, c'est un poisson qui fait 3,5 cm. Donc vous imaginez que les écailles ne sont pas très grandes. Bon, elles sont quand même manipulables. 0,26 cm ou 0,18, donc ça se manipule. Ici, encore plus amusant, une écaille que j'appelle une écaille en 3D, parce que le turbo, il n'a pas d'écaille proprement dite, il a des espèces de tubercules comme ça qui dépassent. Alors, ce que vous voyez ici, hein, ça c'est sous sa peau, vous ne voyez que ça, et comme sur les autres, vous voyez les anneaux de croissance qui sont autour de lui. Écaille de requin. Le siki, là, qui s'est fait manger une main par le siki? Personne n'a crié, là. Bon, l'écaille du poisson que je vous ai fait circuler tout à l'heure, alors c'est un système d'accroche complètement différent. Donc je l'ai montré de profil ici. Donc vous imaginez la peau, c'est par exemple ma main, je fais un trou dedans, je passe l'écaille dedans et puis qui va être un peu plus large en dessous. Donc vous tirez par là, vous n'y arrivez plus. Hein, donc c'est ce que vous voyez ici, c'est ce que vous voyez là. Hein, il y a toute la peau qui est là. Et par-dessus, vous allez voir ça. Donc voilà une photo d'écaille de requin. Voilà ce qu'est le siki, le poisson dont vous avez la peau. Écaille de petite roussette
c'était vraiment trop petit pour les détacher. Elles font, vous voyez, donc vous voyez, elles sont très très petites, les écailles de Roussette, qui servaient aussi à faire du papier, de verre à la Renaissance. Une boucle ou une grosse épine de raie bouclée, donc elle fait 1,4 cm de long, 0,8 de longueur et 0,7 de hauteur. Maintenant, je vais vous parler un petit peu d'histoire des écailles dans la vie courante, parce que ça a eu son importance. Quelques petites histoires ou anecdotes de la vie courante vont nous montrer le sérieux en religion des animaux à écailles, et aussi que pour notre plaisir, nous avons besoin de leur présence sur les poissons. S'il n'y en avait pas, le monde serait différent, et depuis bien longtemps. Si vous êtes juif, vous devez manger cachère. Contrairement à la viande, les poissons sont cachères ou ne le sont pas. Il est écrit dans la Bible, parmi les animaux vivants dans l'eau, vous pouvez manger ceux qui ont à la fois des nageoires et des écailles. Mais vous ne devez pas manger ceux qui n'ont pas de nageoires ou pas d'écailles. Considérez-les comme impurs. C'est dans le Deutéronome. Alors, bon, pas de chance pour eux. C'est un péché de manger de la langouste ou des crustacés. Ce sont des animaux marins qui n'ont ni écailles ni nageoires. Alors, l'essence d'Orient, on doit à un sieur Jacquin, à la fin du XVIIe siècle, la création de l'essence d'Orient, matière qui a permis de fabriquer des perles fausses. L'essence d'Orient, matière qui a permis, donc c'est des écailles particulièrement brillantes qui servent de support à cette activité. Celles-ci sont mises à macérer dans de l'eau, après évaporation, puis après quelques manipulations simples. Le résidu est écrasé. Le produit nacré qui a gardé toute sa brillance d'origine, ainsi obtenu, l'essence d'Orient, était initialement injectée dans une petite sphère creuse en verre, puis récemment servait à recouvrir plutôt une petite bille de verre. Donc ce sont les écailles d'ablette qu'on a vues tout à l'heure. Le poisson en croûte de sel. On cite la recette du poisson au gros sel ou à la croûte de sel qui consiste à cuire un poisson non écaillé emballé dans une enveloppe épaisse de gros sel. Dans ce cas, le sel constitue un concentrateur de chaleur pour une meilleure répartition de la cuisson et les écailles une protection contre la diffusion du sel dans le poisson. Dans nos régions, les bars, saumons ou dorades sont souvent préparés de cette manière à la grande satisfaction des gourmets à qui ils sont destinés. Le galuchat fut inventé par le maître gainier Jean-Claude Galuchat au XVIIIe. De manière plus générale, on parle maintenant de cuir de poisson. Alors, divers poissons à écailles choisis en fonction des disponibilités locales peuvent être utilisés. Les écailles, une fois enlevées, donneront à la peau un grain spécifique à chaque espèce. Cette peau sera ensuite trempée dans divers bains dont la composition est tenue secrète par son inventeur, puis tannée. Alors du galuchat, vous en voyez par temps en temps dans les bijouteries. Il y a souvent des bracelets qui sont faits en galuchat ou en peau de raie ou tous ces machins-là. Un petit clin d'œil au musée de la pêche de Concarneau. Avez-vous déjà vu un goyataku? Sinon, il fallait venir au musée de la pêche de Concarneau en 2011-2012 voir l'exposition Goyotaku, l'art de l'empreinte, à l'occasion de Bretagne-Japon 2012, un archipel d'exposition. Pour faire bref, sur un poisson nettoyé et séché, éventuellement enduit de sel, on passe de l'encre de Chine, en noir ou en couleur, sur les écailles, de la tête vers la queue. On applique un papier de soie ou un tissu sur le poisson que l'on frotte. On imagine facilement que cette sorte de manipulation sur un poisson sans écailles vous donnerait tout simplement une tache de l'encre de Chine que vous avez mise, ou bien du noir ou du bleu, etc. Alors voilà un exemple. Alors une fois ce support enlevé, l'artiste termine à la main par quelques traits pertinents sur les zones qu'il souhaite mettre en évidence. La qualité de cette immortalisation dépend bien évidemment de la beauté du modèle et de la grande expérience de l'artiste. C'est fait simplement en posant un tissu ou du papier de soie sur une dorade qui faisait 40 cm. Donc ça appartient à la collection d'un de mes enfants qui a vécu 3 ans au Japon et qui, on a vu la personne qui l'a faite. Cette dorade faisait 40 cm et pesait 1,7 kg. Pierre Noël a ajouté sur les flyers que j'étais un expert en scaligraphie. Il aurait pu simplement mettre que j'étais un scaligraphe. Après tout,
Ce qui est expert en photographie, c'est un photographe. Et donc, si vous voulez commencer une collection, c'est enthousiasmant. C'est partir dans un monde inconnu. Collectionneur d'écailles, ce n'est pas une occupation, un hobby bien courant. Pourtant, petit, on construisait un herbier ou à la campagne, on collectionnait nids ou œufs d'oiseaux. Trouver le nom de l'espèce dont une écaille est issue n'est pas toujours facile. Et jusqu'à présent, il n'existe pas encore un répertoire des écailles de toutes les espèces connues de poissons. Il y en aurait actuellement près de 32 000 répertoriés avec ou sans écailles, parce qu'il y en a qui n'en ont pas. Des pièces uniques peuvent valoriser une collection. Certaines très anciennes peuvent être trouvées, certaines peuvent être hors du commun par une taille hors de la normale. Certains collectionneurs ou non ont souvent cherché l'oiseau rare. Moi, je cherche le poisson rare. Par exemple, j'aimerais bien récupérer une écaille de sélacanthe. C'est une espèce protégée, il n'y en a plus beaucoup. Ou encore une écaille de tarpon. Qu'est-ce que c'est qu'un tarpon? Tout à l'heure, je vous ai parlé des grosses sardines, les aloses. Les tarpons, des grandes sardines. Le tarpon, c'est une grosse sardine qui, pour moi, c'est une sardine qui fait à peu près 2 mètres. Comment j'ai connu les tarpons? Une fois, j'étais en Angola avec un ami pêcheur, et au large, on avait été pêcher le barracuda. On voit des amis à lui qui pêchent un tarpon. Ils le mettent le long sur le Zodiac, ils l'accrochent avec leur bout et tout. On arrive au port de Luanda 2 heures après. Le tarpon, il n'y avait plus que la tête et plus la queue. Tout a été bouffé par un requin au passage, parce que c'est comme ça. Ça fait penser un peu au vieil homme et la mer. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Je voudrais remercier quand même ceux qui m'ont guidé là-dedans. Il y avait Louis Zilberberg, dont j'ai parlé, qui était maître de recherche et minérite à Paris. Vincent Laudet, qui était directeur d'un gros laboratoire à l'ENS à Lyon, qui dirige comment s'appelle l'équivalent de ce qu'il y a à Roscoff, là, le centre d'ichtyologie à Bagnols-sur-Mer. Il y a Bertrand Grégoire qui était à l'Aquarium de Paris, Jean-Claude Le Guen, un ancien de l'Orstom, à celles qui m'ont aidé, à la Maison du Littoral, l'Aquarium de Paris, la Maison intercommunale de l'Envolon, le Château Kerduel, l'Us de Armor Sciences de Pleuron-Baudou, grâce à qui je suis ici aujourd'hui.